Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce vendredi 10 février, l'avenir du centre de Pontourny plus qu'incertain. Il est aujourd'hui vide de ses pensionnaires. Les élus demandent à l'État un moratoire. Partout où il passe, c'est un véritable phénomène. Emmanuel Macron était aujourd'hui en Touraine, au programme dédicaces et annonces environnementales. Les filles au cœur des événements sportifs ce week-end grâce au CSA. La France ne compte seulement qu'un tiers de licenciées féminines. Focus dans ce journal avec les filles du club de foot de Joué-les-Tours. 6 mois à peine après son ouverture, le centre de déradicalisation de Pontourny est vide. Quoi qu'en série et départ en chaîne, riverains et élus se sentent floués. Une réunion du comité de pilotage était d'ailleurs organisée aujourd'hui à la préfecture pour tenter d'y voir plus clair. Un moratoire vient d'être demandé. Romain Delville. À quand un comité de pilotage de Pontourny apaisé autour du préfet Lefranc? Un mois après son ouverture, début octobre, la sortie forcée d'un pensionnaire à la suite d'une condamnation pour fait de violence avait heurté les élus. Le comité de ce matin s'est déroulé alors qu'il n'y a plus de résidents à Pontourny. Le dernier pensionnaire a été condamné cette semaine pour violence et apologie du terrorisme. La question de l'existence même du centre est en suspens. Les élus ont demandé un moratoire au préfet. Pourquoi il y a eu ces dysfonctionnements et quelles garanties nouvelles vous nous donnez, à nous les élus locaux, que demain ne seront pas accueillis à Pontourny des gens qui n'ont rien à y faire? C'est ça notre sujet. Bon, je ne suis pas sûr que l'État puisse donner ces garanties. Et auquel cas, il n'est pas sûr non plus que nous ne serons pas obligés de prendre à un moment donné la position définitive de dire la fermeture est inéluctable. Le centre de déradicalisation de Beaumont-en-Véron eût pu accueillir jusqu'à 25 résidents. Il en a compté au maximum 9, dont on sait aujourd'hui qu'une est allée en Syrie, un autre a tenté par 2 fois d'y aller, 3 ont été condamnés par la justice. Le centre de Pontourny, un centre ouvert, n'était pas le plus propice pour les accueillir. Mais faute d'autres structures, des hommes et au moins une femme radicalisée y ont séjourné. Le spectre le plus faible, et donc en milieu ouvert, était celui de Pontourny, et que je pense que s'il y avait des spectres ouverts, notamment pour des gens qui ont fait preuve d'actes de violence et terroristes, on aurait là une prise en charge globale des potentiels, et donc qui permettrait aussi de mesurer l'efficience d'un dispositif dans la globalité des personnes qui sont concernées. Je rappelle qu'il y a 16 000 personnes inscrites dans le fichier national. Pour l'association radicalement digne de Pontourny, le centre devrait plutôt être une maison de repos ou de retraite ou pour handicapés. Son président considère que les élus locaux ont été trompés par les autorités. J'espère qu'ils vont faire le forcing pour ne plus mettre des gens comme ça et ne pas chercher à savoir qui ils vont nous mettre, puisqu'on vit dans le mensonge total depuis septembre, même avant l'ouverture. Nous, on l'avait dit, malgré l'ouverture, ils nous ont mis un djihadiste à l'intérieur depuis le mois de septembre. Et bien ça, on n'en veut plus. Lieu expérimental unique en Europe, le centre de déradicalisation de Pontourny voit sa survie remise en question. Parce que les riverains, les élus, ont le sentiment d'avoir été floués par les autorités gouvernementales. Premier déplacement en Touraine pour Emmanuel Macron et une foule de sympathisants au rendez-vous. Le candidat à la présidentielle en a profité pour visiter une ferme en permaculture, mais aussi pour venir à la rencontre des Tourangeaux. Événement qui a drainé beaucoup de journalistes et de curieux. Pas moins de 200 personnes faisaient la queue pour obtenir une dédicace de son livre. Emmanuel Macron, donné présent au 2e tour par les derniers sondages, devrait annoncer son programme d'ici la fin du mois. Amanda Breuer-Rivera. Dans l'allée centrale de cet hypermarché de Saint-Pierre-des-Corps, Emmanuel Macron signe des autographes sous les yeux d'une centaine de curieux. C'est l'image de son premier déplacement en Touraine. Accueilli comme une véritable rockstar dans ce rayon des promotions, plus de 200 supporters, livres à la main, attendent parfois plus d'1 heure pour pouvoir approcher leur champion. Voilà, je suis persuadée que vous êtes là à sauver la France. En fait, on a été attirés par les avancées un petit peu libérales en matière d'économie, mais en même temps les protections sociales et puis aussi le leadership du personnage en fait. Ce qui est très important, c'est bien sûr la nouveauté, la non-compromission d'Emmanuel Macron avec un tas d'appareils de parti, de toutes les combines, il le dit haut et fort. Et surtout, il faut être pragmatique maintenant, c'est pratiquement notre seul rempart contre l'extrême droite. Ce matin, Emmanuel Macron a visité une ferme expérimentale à Montlouis-sur-Loire, accompagné de Corinne Lepage ainsi qu'une nuée de journalistes. Thème du déplacement, l'environnement. Après avoir égrené ces mesures, le candidat est revenu sur les huées et les sifflements contre les journalistes lors du dernier meeting de François Fillon. Quelque pays que ce soit
a besoin de contre-pouvoirs. La justice de notre pays, les journalistes de notre pays construisent une relation critique avec celles et ceux qui s'expriment chaque jour. J'ai à en connaître, mais c'est notre lot quand on décide de faire cela. On ne peut pas prétendre aux plus hautes fonctions de la République en considérant qu'on doit être un intouchable de la presse et qu'on est au-dessus de la justice. Ça n'est pas possible. À ses côtés, des transfuges tourangeaux comme Jean-Jacques Filleul, sénateur PS d'Indre-et-Loire, Philippe Chalumeau, ancien responsable PS, aujourd'hui leader des pro-Macron en Touraine et candidat pour l'investiture de la première circonscription d'Indre-et-Loire, ou encore Françoise Amiot, l'adjointe démissionnaire aux finances de Tours, auparavant pro-Fillon. En bref, cet accident survenu cette nuit à 4h du matin sur l'A10, direction Paris-Bordeaux. À hauteur d'Autrèche, un chauffeur a perdu le contrôle de son camion. Son tracteur et sa remorque se sont renversés, créant un suraccident. Au total, 2 blessés légers et des dégâts sur les voies. Le trafic a donc été complètement interrompu entre Château-Renaud et Tournord toute la journée, avec à la clé des bouchons. La circulation était revenue partiellement à la normale à 17h30. Dans l'actualité également, cette interpellation à Rennes mardi dernier d'un Tourangeau de 63 ans. L'homme harcelait depuis 2 ans un couple de sexagénaires retraités. Victime de vol, dégradation de biens, pneus crevés, le couple avait même retrouvé un chaton mort cloué sur leur portillon d'entrée. Malgré le dépôt de plainte, impossible pour les enquêteurs de trouver l'identité du harceleur. En réalité, toujours amoureux de la retraitée 25 ans après leur rupture, l'homme aurait voulu se venger. Il a finalement été interpellé, portant un masque de Hulk, puis placé en garde à vue pendant 24 heures. Il devrait être convoqué au tribunal et une analyse psychiatrique a également été demandée. On passe au sport maintenant avec cette initiative du CSA de mettre à l'honneur pendant tout le week-end le sport féminin. Seulement 1/3 de licenciés femmes en France et encore beaucoup de différences au niveau professionnel. Néanmoins, vous allez le voir, certaines disciplines ont de plus en plus la cote auprès des filles. À jouer les tours, le club de foot a pris le pari de miser sur le foot féminin. Il compte cette saison 500 licenciés, dont 120 féminines. Une vraie success story qui fait la fierté du club. Elle s'appelle Nora, Marion, Elsa ou encore Eugénie. Au programme ce soir-là, c'est entraînement. Toutes partagent la même passion, celle du ballon rond. Pour certaines d'entre elles, l'envie de chausser les crampons et de jouer au foot est venue très tôt, comme une évidence. Coupe du Monde 98. Je pense que j'avais 10 ans et voilà, j'ai eu envie de commencer et depuis j'ai pas arrêté. Quand vous êtes sur le terrain, ça vous procure quoi comme sensation ? Beaucoup de plaisir. J'aime me retrouver avec mes copines et jouer aussi pour gagner. Car sur le terrain, accélération, course, jeu tactique, pas grande différence avec les garçons. J'aime bien courir donc ça me gêne pas spécialement et jouer physique, quand il faut jouer physique, ça me gêne pas non plus. Après, c'est sûr que c'est loin d'être au niveau physique des garçons, mais vu que ça se développe, les entraînements sont de plus en plus adaptés aussi. Donc on apprend aussi à prendre un peu plus de coups et à en donner sans que ça soit méchant, mais pour jouer un peu plus physique et que ça soit un peu plus spectaculaire, entre guillemets. Et ça marche. Il y a 3 ans, seules 20 filles étaient licenciées à jouer. La saison dernière, elles étaient 80 et cette année 116. Derrière cette progression fulgurante, un travail de longue haleine mené depuis 5 ans par le club. Aujourd'hui, on leur offre des conditions d'exercice assez exceptionnelles à jouer les tours, que ce soit au niveau des terrains, que ce soit au niveau des éducateurs qui sont mis à disposition des jeunes filles. Il se crée obligatoirement un réseau. Il y a peu de jeunes filles qui pratiquent le football, malgré tout. En France, c'est 5% des licenciés de la fédération sont féminines. Au club, au JFCT, c'est 25% de jeunes filles. Donc c'est difficile au départ, mais une fois qu'on a lancé une dynamique, si on l'entretient, si on est sérieux, si on leur apporte les bonnes conditions de pratique, on y arrive et on peut y arriver. Côté staff, on ne cache évidemment pas sa fierté, d'autant plus que les filles sont très souvent plus disciplinées que les garçons. Inutile d'expliquer 50 fois à des demoiselles ce qu'elles ont à faire dans la séance. Le contenu, c'est parfois plus cérébral. C'est-à-dire qu'on peut aller dans des séquences de jeu assez complexes, chose que les garçons pourraient peut-être parfois zapper. Mais les filles, une fois que la consigne est donnée, c'est compris et ça y est, on travaille. Et une fois que la séance est commencée, ça déroule et c'est vraiment très sérieux. C'est un vrai engagement en fait. Un engagement et un sérieux qui payent. Les filles évoluent actuellement en division régionale et sont cette saison 4e du classement.
Direction Tours-Nord maintenant avec du rugby cette fois et un entraînement un peu particulier hier après-midi pour les jeunes du Pôle Espoir de Tours. Les rugbymen âgés de 14 à 17 ans ont profité des conseils avisés de Gaëtan Germain, meilleur réalisateur du top 14. Le joueur de Brive, venu avec son entraîneur, a pu leur montrer à quoi pouvait ressembler le niveau pro. Reportage en immersion avec Bastien Mathieu. Et puis juste planter une épaule. Des fois si on est un peu court, l'arbitre on peut dire ouais il n'y a que l'épaule et puis c'est le premier geste pour qu'un jour on soit plus qu'à l'épaule. La vitesse de bras, il n'y a que ça. Et au ballon, bam, on est là. Des conseils, ils ont l'habitude d'en recevoir, mais quand ils viennent d'un entraîneur du top 14, ça rajoute tout de suite de l'importance. Jeudi soir, Nicolas Godignon, manager de l'équipe de Brive, est venu donner un entraînement très particulier aux jeunes du Pôle Espoir, avec une idée bien précise. Montrer qu'est-ce que le haut niveau, le présenter, échanger avec les plus jeunes sur ça, parce que ça fait toujours rêver, mais c'est aussi beaucoup de travail et beaucoup d'investissement. Donc voilà, il faut expliquer à tout le monde comment ça se passe et quelles sont les erreurs à ne pas commettre et quel est le meilleur des chemins à parcourir pour pouvoir se donner une chance d'y arriver. Et le coach briviste n'est pas venu seul, il était accompagné de Gaëtan Germain, meilleur réalisateur du championnat et grand spécialiste du jeu au pied. Comme j'étais un petit peu en délicatesse avec mon adducteur, je ne m'entraînais pas, donc je suis venu avec plaisir. Et là, on fait une intervention, donc lui s'occupe de la défense et moi je regarde un petit peu le buteur. Et si je peux leur donner deux, trois conseils, ou sans forcément leur donner des conseils, mais leur faire part un peu de mon expérience, leur dire un peu comment j'ai voulu au quotidien. Et voilà, s'ils ont des questions, répondre à leurs questions avec plaisir. Après, c'est le point toujours plus haut que l'épaule. Appui d'abord, appui, bras, appui, bras. Allez, on enchaîne. On va démarrer, on laisse les ballons pour l'instant. Pendant plus d'une heure, les brivistes ont tenté de donner un maximum de conseils à ces jeunes âgés de 14 à 17 ans et qui ont tous l'ambition de devenir pro un jour. Pour cela, ils s'en donnent les moyens avec des horaires aménagés qui leur permettent de toucher un maximum de ballons. Ce sont des élèves comme les autres, mais avec un emploi du temps aménagé qui leur permet de s'entraîner entre 12 et 14 heures par semaine. Le temps d'un entraînement, les jeunes auront pu voir un aperçu de ce qui se fait au très haut niveau et de ce qui peut attendre certains dans quelques années. Sur les 23 jeunes du centre, environ 20% pourraient rejoindre le monde du rugby pro. Une bonne nouvelle pour l'association Au fil de l'eau, gestionnaire de la barque, actuellement en redressement judiciaire. Le département d'Indre-et-Loire vient de leur verser 8 450 €, un acompte de la subvention de 2017. D'ici là, le lieu reste ouvert malgré le déficit de 50 000 €. À noter enfin qu'une manifestation organisée par les salariés et les soutiens de l'association est prévue demain. Cette semaine, TV Tour Val-de-Loire vous propose une balade dans la capitale tourangelle en compagnie de Jacques Legros. Un numéro spécial du magazine Terre de France enregistré il y a 15 jours et diffusé ce dimanche sur notre antenne. Architecture, patrimoine, petites ruelles cachées mais surtout anecdotes. C'est une découverte étonnante de notre ville que nous propose Jacques Legros. On a fait un tour de ville avec Jean-Yves, qui est gritteur, comme on dit, ça veut dire guide en fait, mais guide bénévole, qui nous a montré, qui justement a poussé des portes pour nous montrer des endroits un peu secrets. Tout en faisant un vrai tour, on est passé à la cathédrale, au palais de justice, à l'hôtel de ville, etc., l'univers. Bon, mais en même temps, il y avait une histoire derrière, il y a eu des gens, il y a eu des personnages. Bon, voilà, c'est toute cette mise en perspective qu'on a faite avec lui de la ville, et y compris de la vieille ville de Tours, enfin du vieux Tours, comme on dit. Terre de France, balade à Tours, c'est dimanche à 19h15. Pour finir ce journal, on va parler habitat. Qui n'a jamais eu envie de décorer soi-même son intérieur? Dans cette optique, 13 designers et créateurs tourangeaux organisent à partir de ce week-end et pendant une semaine un showroom éphémère. Chez WAM est un concept qui mélange objets de récup ou matériaux éco-responsables. Chacun peut également participer à des ateliers pratiques pour faire le plein de bonnes idées de déco. Clémence Drouet. Là, je vais vous présenter la salle à manger. Vous pouvez voir une très belle pièce qui a été réalisée par Brocante Gourmande. Une salle à manger, mais aussi une chambre, une cuisine et un salon. Dans cet espace éphémère, tout est fait pour qu'on se sente comme à la maison. Sauf qu'ici, tout est à vendre et en plus, c'est éco-responsable. Voilà, éco-responsable, c'est pas que la notion écologique, hein. C'est vraiment la démarche de ne pas jeter, par exemple. Déjà, quand j'achète un produit, il vient d'où, c'est fait comment il va être recyclé derrière, voilà, c'est chacun qui est responsable. De 2 € pour de petits objets à 1 200 € pour les plus grosses pièces, il y en a pour tous les goûts. 13 créateurs et designers participent à ce projet. Pour aller encore plus loin, certains d'entre eux proposent des ateliers payants pour fabriquer son propre objet en récup, comme ce tabouret. Là, par exemple, ça a été tissé avec c'est de la chambre à air. Voilà. Donc il y a différents types de tabourets, il y a même les petits qui sont là. Par exemple, ça peut être fait avec de la corde ou des sangles. Et donc tout est fait à base de récupération.
S'inspirer, rencontrer, mais aussi apprendre de nouvelles techniques, comme l'utilisation de peintures à base de pigments naturels, c'est tout l'intérêt de ce projet. Du carton comme support pour un tableau ou de la feutrine pour améliorer le son d'une platine, des matières souvent ignorées qui pourraient pourtant transformer un lieu de vie à moindre coût. Voilà pour l'actualité de ce vendredi. Dans un instant, nous reparlerons de sport, car ce week-end sera riche en rugby, tennis ou encore boxe. Et les filles ne seront pas en reste puisque de nombreux médias vont mettre en avant les pratiques sportives au féminin dans le cadre des 4 saisons du sport féminin initiées par le CSA. L'occasion pour nous de faire un petit état des lieux en Touraine avec notre invitée, Stéphanie Lecomte, conseillère d'animation sportive à la direction départementale de la cohésion sociale. A tout de suite.